Bonjour à tous et bienvenue dans Économie, le MAG. Au sommaire de cette émission, les marchés financiers voient rouge, une chute de plus de 2% pour Wall Street, pas loin de 4% pour Paris et plus de 6% pour Athènes. La semaine dernière, les principales places financières ont perdu pied. On tentera de comprendre pourquoi avec notre analyste financier Lionel Friedfeld. Et puis en deuxième partie d'émission, on s'intéressera au canal de Suez qui devrait bientôt voir naître son petit frère. Pour l'aider dans sa construction, l'Égypte a signé plusieurs contrats avec des sociétés internationales. Un chantier pour favoriser le transport de marchandises entre l'Europe et l'Asie et qui pourrait rapporter à terme plusieurs milliards de dollars au pays pour relancer son économie. Voilà pour les titres, mais avant de les développer, je vous propose de passer en revue l'actualité économique internationale. Et on commence avec des déclarations rassurantes, celle du président ukrainien Petro Poroshenko. Il a annoncé samedi à l'issue d'un tête-à-tête avec son homologue russe Vladimir Poutine que des progrès avaient été accomplis sur le conflit gazier qui les oppose. Les deux dirigeants se sont entendus sur un prix provisoire du gaz que Moscou livre à Kiev, mais un véritable accord ne pourrait être formalisé qu'après la résolution de la question de la dette, puisque l'Ukraine doit environ 4,5 milliards de dollars à la Russie. Succession de départs au Japon. Ce lundi, 2 membres du gouvernement ont démissionné. Premièrement, la ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie, Yuko Obuchi. Elle est notamment soupçonnée d'avoir utilisé des fonds réservés à ses activités politiques à des fins personnelles. Et puis, la ministre de la Justice, Midori Matsushima. Elle est accusée d'avoir violé le code électoral en distribuant des objets à son effigie lors de sa dernière campagne. C'est donc un véritable coup dur pour le Premier ministre Shinzo Abe et sa stratégie Womenomics qui consiste à promouvoir les femmes à des postes stratégiques pour relancer l'économie du Japon. Pas assez de financement pour aider les Syriens à se nourrir, c'est ce qu'a annoncé le PAM, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Idéalement, il aurait besoin de 352 millions de dollars. Résultat, pour pallier ce manque en Syrie, les rations seront réduites, alors que dans les pays voisins, le nombre de réfugiés recevant de la nourriture sera revu à la baisse. Et puis, nouvelle grève chez Lufthansa, c'est le 7e mouvement depuis fin août, un mouvement qui devrait clouer au sol quelques 2000 avions et paralyser plus de 200 000 passagers ce lundi et qui devrait donc se poursuivre mardi. Le principal syndicat Cockpit proteste contre le projet de modification des conditions de départ en pré-retraite des pilotes, un message que la compagnie allemande a du mal à saisir. Écoutez. Ce n'est pas vrai que Lufthansa ne négocie pas. Si nous regardons les salaires, qui sont actuellement en moyenne à environ 150 000 € par an, Lufthansa a proposé 700 € de plus par mois. Les conditions de retraite anticipées sont et restent parmi les meilleures du monde, sinon les meilleures du monde. Et même là, nous sommes prêts à négocier. Nous attendons que le syndicat soit d'accord pour parler et négocier. En France, le président François Hollande tente d'essuyer les critiques, des critiques en provenance de l'opposition, mais aussi de son propre parti. Dans un entretien au journal du dimanche, l'ancienne première secrétaire du PS, Martine Aubry, a réclamé une réorientation de la politique économique du gouvernement. En réponse, le président a expliqué vouloir accélérer ces réformes tout en rassurant sur l'attractivité de son pays. Écoutez-le. La France est un pays attractif. Elle ne l'est pas encore suffisamment, mais elle l'est. La majorité du capital des entreprises du CAC 40 est détenue par des investisseurs étrangers. Ce qui prouve à la fois la confiance qu'ils nous portent et portent dans les plus grandes entreprises françaises et en même temps l'internationalisation de ces entreprises. Et notez que ce lundi, Emmanuel Macron, le ministre français de l'économie, et Michel Sapin, le ministre des Finances, sont en déplacement à Berlin. Alors que Bruxelles menace de rejeter le budget de la France, ils sont allés rencontrer leurs homologues pour redynamiser leurs investissements avec un objectif chiffré 50 milliards d'euros.
Ebola en Afrique, l'État islamique au Moyen-Orient, les manifestations pro-démocratie en Asie ou encore la fin du plan d'aide pour la Grèce en Europe. Autant de facteurs qui déstabilisent les marchés. Résultat, la semaine dernière, les plus grandes places boursières ont littéralement dégringolé. On va tenter de décrypter ce phénomène dans un instant avec notre analyste financier Lionel Friedfeld. Mais avant ça, je vous propose un retour en images sur ces événements avec un sujet signé Anthony Lesme. Un vent de panique souffle sur les marchés financiers américains et européens. Jeudi dernier, les bourses de Lisbonne, Madrid, Londres et Francfort chutaient de plus de 4%. Malgré un rebond vendredi, le CAC 40 a perdu 11% pour le seul mois d'octobre. Il y avait déjà la récession en Italie, le ralentissement en Allemagne et des déficits en France, mais cette fois-ci, la volonté d'Athènes de sortir plus tôt que prévu du plan d'aide du FMI a mis le feu aux poudres. Sa bourse dévissait de 5,7% mardi, 6,5% mercredi et ses taux d'emprunt ont bondi de 8%. Les marchés détestent l'incertitude par définition. Ils ont donc besoin de plus de clarté en ce qui concerne la situation post-FMI, de savoir s'il y aura des systèmes de surveillance mis en place par le FMI et plus de précision en ce qui concerne l'environnement et le développement politique au niveau national. En Europe, les marchés appellent Mario Draghi et la Bourse centrale à racheter des emprunts d'État. En d'autres mots, à faire tourner la planche à billets. Les pays du Sud et la France appuient cette politique, mais l'Allemagne, qui souhaite entre autres que les États payent leurs dettes, s'y refuse. Pourtant, la croissance allemande, elle aussi, ralentit. Sous la menace d'une déflation, une baisse générale des prix, elle devrait atteindre 1,3% cette année, contre une estimation précédente de 1,8%. Le regain de volatilité sur les marchés financiers est aussi le reflet d'une succession de mauvaises nouvelles. Une croissance moins solide qu'il n'y paraît aux États-Unis, alors qu'elle patine dans les pays émergents et notamment en Chine. Le Moyen-Orient paralysé par Daesh et l'Afrique frappée par Ebola plongent les marchés dans l'incertitude. Nous nous approchons d'une tempête parfaite. Nous voyons des problèmes liés à Ebola qui est probablement la plus grosse inquiétude que nous avons et qui pourrait devenir hors de contrôle, affaiblissant les résultats économiques en dehors des États-Unis. La politique monétaire américaine est un facteur supplémentaire d'instabilité. La Fed sort de sa politique accommodante qui se traduit par un taux court proche de zéro. Résultat, les actifs financiers partent mécaniquement à la baisse et pourraient donc tirer les bourses vers le bas. D'ici 10 jours, Janet Yellen donnera les nouvelles orientations de la Banque centrale américaine. Pas d'inflexion en vue pour le moment sur une remontée des taux. Les marchés pourraient encore vivre des semaines difficiles. Voilà, et pour en parler, nous recevons sur notre plateau notre analyste financier Lionel Friedfeld. Lionel, bonjour. Bonjour, Johanna. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé exactement jeudi? Est-ce qu'on peut parler d'une sorte de crise? Alors, on peut parler de krach, mais plutôt de correction, puisqu'évidemment, en une journée, une très forte volatilité sur les marchés. Ça a commencé et en Europe, Paris, Lisbonne, Bruxelles, mais ça s'est répercuté également aux États-Unis, à peu près, selon les indices, entre 4 et 10% de répercussions à la baisse. En fin de séance, en fait, les indices avaient repris quand même un petit peu de gains, mais des indices comme Standard & Poor's et le Dow Jones ont notamment effacé tous les gains depuis le début de l'année. Alors, plus précisément, quels sont les fondamentaux qui ont déclenché cette crise, cette sorte de crise, cette chute? Oui, alors en fait, il y en a plusieurs. Alors, premièrement, il y a une crise sanitaire globale, c'est l'Ebola. C'est pas confiné à l'Afrique. Il y a eu des cas notamment avérés en Espagne. Donc, effectivement, les marchés financiers n'aiment pas. Deuxièmement, un ralentissement de l'économie mondiale, et notamment avec la Chine, qui a annoncé 7% de croissance pour l'année dernière. La Chine nous avait habitués à mieux, avec quasiment une croissance à 2 chiffres. Donc, effectivement, les analystes financiers étaient déçus. Mais c'est surtout l'Allemagne qui inquiète l'Europe, parce que l'Allemagne a notamment son indice de production industrielle a annoncé au mois d'août un recul de 4% et l'indice industriel de l'automobile de moins 25%, ce qui a fait véritablement une douche froide sur les marchés financiers européens. Et vous alliez ça à un commentaire de la Fed qui a dit le fameux quantitative easing, assouplissement quantitatif qui devait se terminer à la fin d'année. On s'en souvient, c'est 80 milliards de dollars injectés chaque mois dans l'économie. C'était descendu à 30 milliards dans l'économie et Janet Yellen voulait finir ce programme vers la fin décembre, mais aujourd'hui, il y a eu un commentaire en disant que les États-Unis devraient augmenter probablement ce programme parce que la croissance n'était pas vigoureuse aux États-Unis.
Alors, dernière question, Lionel, finalement, ce qu'on a envie de savoir, c'est est-ce qu'on est sorti de cette crise ou est-ce que ça peut se reproduire dans le futur? Alors en fait, on assisté à une espèce d'ajustement. 2013 a été une année excellente pour les bourses. L'indice S&P 500 des grandes valeurs américaines a progressé depuis énormément. Le CAC 40 également. Et donc, ce qui veut dire que 2013 a été une excellente nouvelle pour les marchés financiers, une excellente année pour les marchés financiers, mais l'économie réelle n'a pas véritablement suivi. Et donc, aujourd'hui, les indices étaient peut-être montrés un peu plus haut par rapport à l'économie réelle. Donc, aujourd'hui, ça explique ce décalage. Deuxièmement, en fait, aujourd'hui, les analystes financiers vont regarder ce qui va se passer sur le marché. C'est une semaine très riche en événements, puisque premièrement, il va y avoir la publication de l'indice des ventes de maisons neuves aux États-Unis, très important. Deuxièmement, de la consommation, des produits de consommation aux États-Unis, qui est un indice extrêmement suivi. Et troisièmement, c'est l'annonce trimestrielle des sociétés de Standard & Poor's 500, donc des plus grandes sociétés américaines. Donc aujourd'hui, Apple, McDonald's demain, Microsoft vont annoncer leurs résultats et vont donner une tendance au marché, de savoir effectivement est-ce que le marché va plutôt aller vers la hausse, plutôt vers la baisse. En tout cas, il y a déjà un signe assez important et ferme de la part des banques centrales qui se sont dit qu'il n'y avait pas véritablement de crise, il n'y a pas lieu d'être d'avoir une crise financière, et un soutien assez important qui vient du Japon, pour une fois, puisqu'il a annoncé notamment que les caisses de retraite allaient continuer à investir dans le marché action. Donc c'est un soutien important pour le marché action, et ça risque un petit peu justement de booster le marché. Alors, en quelques mots, juste, est-ce qu'il y a des gagnants de cette histoire, comme par exemple les fonds spéculatifs? Alors, effectivement, il y a toujours des gagnants quand il y a énormément de volatilité, ce qu'on appelle les hedge funds ou fonds spéculatifs, et qui font exactement du trading intraday. Alors, ça peut être évidemment sur des actions, mais on a vu également que la parité dollar, euro-dollar ou dollar-euro sur d'autres monnaies ont également changé. Donc, des gens qui font des allers-retours et qui gagnent énormément d'argent. Mais donc, on va voir, on va dire, selon les résultats de cette semaine, s'il va y avoir une consolidation. La chose la plus importante, c'est que la Fed se réunit le 28 et 29 octobre donc aux États-Unis, et va annoncer effectivement ce fameux de quantitative easing. Est-ce qu'elle va le poursuivre, l'augmenter, le baisser? Et ce qui sera un excellent exemple à suivre pour l'Europe, parce qu'aujourd'hui, l'Allemagne, qui a toujours été un moteur historique de l'Europe, l'Allemagne s'essouffle, on le voit bien. Et il y a aussi le spectre d'une crise en Grèce, puisqu'en Grèce, il y a un gouvernement, il va y avoir des élections présidentielles en 2015. Et donc, la Grèce qui veut sortir de la tutelle de la Troïka, du FMI, l'Union européenne, c'est encore un grand point d'interrogation sur la relance dans la zone euro. Merci beaucoup, Lionel Friedfeld. Merci. On part à présent en Égypte, où ce week-end, plusieurs contrats ont été signés avec des sociétés émiraties, américaines, belges ou encore néerlandaises, des entreprises qui seront chargées de creuser un deuxième canal de Suez. Objectif, améliorer la liaison entre le marché européen et l'Asie, mais surtout relancer l'économie égyptienne, puisque selon les autorités, ce chantier pourrait rapporter des milliards au pays et créer 1 million d'emplois. Les détails en images, regardez. C'est une nouvelle étape pour le canal de Suez. La construction du nouveau bassin passe par le dragage, autrement dit le creusement. Ces travaux seront effectués par des entreprises internationales. Émirats arabes unis, Pays-Bas, Belgique, États-Unis, autant de pays qui seront à l'honneur dans cette tâche qui s'annonce comme l'une des plus importantes du projet. 6 entreprises sur 7 ont l'honneur de contribuer à l'opération de dragage, considérée comme la plus importante au monde en raison de la limite de temps, de 10 mois. Les travaux devaient initialement être 100% locaux, financés à hauteur de 8,5 milliards de dollars par des investissements de la population égyptienne. L'élargissement va finalement se faire grâce à des entreprises étrangères. Le premier lot de drague arrivera dès la semaine prochaine, en plus de ceux appartenant aux autorités du canal de Suez. Si Dieu le veut, nous commencerons à creuser immédiatement. L'ambition de départ était de finir les travaux en 365 jours. Un calendrier difficile à tenir compte tenu de la complexité logistique d'une telle opération. Mais l'armée égyptienne a pris de l'avance. Elle a déjà creusé une partie des voies d'accès depuis août dernier. Il y a beaucoup d'interactions dans la zone 6 du canal. Ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas retarder les convois vers cette zone du canal. Excusez-moi, moi et les autorités, mais nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas d'interruption qui vienne perturber leur source de revenus. Le projet si cher au général Al-Sisi devrait connaître son épilogue en août 2015. L'Égypte espère doubler les recettes de ses voies navigables d'ici 2023, passant de 5 à 13,5 milliards de dollars et ainsi relancer son économie. Et tout de suite, on passe au Media Watch.
Et le Media Watch, c'est avec Laura Duhamel. Alors, on va commencer avec un titre surprenant. Oui, alors comment la drogue et la prostitution ont sorti l'Italie de la récession. Alors, ce titre des plus surprenants est signé d'un journal belge, mais cela n'a rien d'une blague, c'est au contraire très sérieux. Alors, attention, ne vous méprenez pas, l'article ne veut pas dire que la prostitution, la drogue et le marché noir de façon générale sont devenus les nouvelles clés de la croissance. Et non, d'ailleurs, l'Italie n'est pas sortie de la récession grâce au progrès de sa mafia. Et que dit cet article ? Alors, en réalité, cet article explique que la prise en compte du PIB dans des activités illégales permet de l'augmenter légèrement. Alors, tout est donc une question de méthode comptable. Et en changeant de méthode comptable, en incluant, comme le veut d'ailleurs désormais l'Union européenne, les activités illégales dans le calcul du PIB, l'Italie signe une croissance zéro au premier trimestre au lieu d'une légère baisse qui était attendue. Alors, tout ceci est une logique implacable. Effectivement, les dealers et le marché noir, de façon générale, fournissent des biens et des services. Merci beaucoup, Laura Duhamel. Merci pour cette revue de presse de l'économie. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. On parlera notamment du Bitcoin. La monnaie électronique est de plus en plus plébiscitée en Israël. En attendant, l'information continue sur i24 News.